Le 7 septembre 2025, un volcan que l'on croyait endormi a brusquement fait vaciller les cartes géologiques et politiques du Burkina Faso. En quelques heures, deux courbes, celle d'une prospection routinière et celle d'une anomalie minérale gigantesque, se sont percutées, révélant un écart si improbable qu'il a affolé experts, marchés et chancelleries. Que signifie une divergence aussi brutale pour un pays jeune, surtout lorsque la figure d'Ibrahim Traoré se retrouve propulsée au centre d'un enjeu dépassant largement la seule valeur du diamant? Et si ce choc n'était qu'un avant-goût de la véritable bascule à venir, ce récit ne promet pas seulement d'expliquer une découverte, mais de montrer comment un pays peut transformer une anomalie géologique en levier stratégique. Le bénéfice attendu est clair. Comprendre en 10 à 12 mots comment une richesse brute devient une architecture de décision, un fil méthodique, reliant données, gouvernance et souveraineté. Or, derrière Somgandé, l'enjeu dépasse la surprise minérale. Chaque chiffre validé, chaque vérification indépendante, chaque image tridimensionnelle réoriente la trajectoire d'un état longtemps perçu comme périphérique. Et voici le micro-hook. Si la fenêtre d'action est aussi courte que les premières heures l'ont laissé entendre, alors la maîtrise du temps devient aussi cruciale que la maîtrise du terrain, car l'afflux soudain d'intérêts extérieurs, la volatilité des marchés et la pression diplomatique ne laissent aucune marge aux approximations. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la valeur potentielle du gisement, mais la capacité du pays à conserver assez longtemps l'initiative pour en faire un moteur de stabilité plutôt qu'un facteur de fracture. Les premières vérifications ont révélé un écart impossible à ignorer. À 0,7 à 46, les courbes de densité minérale divergeaient déjà des modèles attendus, annonçant un basculement silencieux mais décisif. Puis en moins de 8 heures, la succession de contrôles, de drones et de scanners a confirmé que Somgandé n'était pas une simple anomalie, mais un réseau diamantifère capable de redessiner plusieurs décennies de trajectoire nationale. Ce glissement rapide et irréversible a replacé Ibrahim Traoré au centre d'un cycle de décision où chaque minute comptait. Les géologues avaient d'abord imaginé une erreur de calibration. Les ingénieurs ont ensuite suspecté une interférence électromagnétique, mais les images tridimensionnelles arrivées en fin d'après-midi ont levé toute ambiguïté. Une architecture de carbone cristallisé, enchâssée dans un volcan éteint, dépassait toutes les références connues. Cette matérialité brute modifiait instantanément l'équation politique. Le site, sécurisé dès 15h par des hélicoptères militaires, devenait un pivot qu'il fallait comprendre avant de l'exploiter et protéger avant de le célébrer. C'est cette chronologie resserrée qui a rendu la réaction de l'État si déterminante. Au palais présidentiel, la réunion de crise a acté un changement de posture. Ibrahim Traoré a insisté sur la dimension stratégique plutôt que spectaculaire de la découverte, ancrant l'idée que la valeur réelle ne résidait pas seulement dans la quantité de diamants, mais dans la manière dont leur gestion pouvait structurer la souveraineté. Dans les villes, l'euphorie s'est diffusée avec une vitesse inattendue. Dans les villages, les anciens parlaient d'un signe transmis par la terre. À l'international, les chancelleries voyaient déjà un point de bascule comparable aux grands gisements pétroliers du XXe siècle. Ce croisement entre attente populaire, prudence technique et agitation diplomatique faisait naître une question nouvelle. Combien de temps le pays pourrait-il conserver la main avant que les pressions extérieures ne tentent de redéfinir les règles du jeu? Ainsi se forme la matrice du récit. Une découverte fulgurante, une fenêtre d'action étroite et un État placé devant un test de solidité inédit. Dans les premières heures, deux scènes discrètes ont servi de repère pour comprendre comment la découverte commençait déjà à remodeler les équilibres internes. La première se déroule sur le terrain. Des techniciens sino-burkinabés, encore persuadés d'un simple artefact de mesure, observent la répétition anormale des signaux. Un ingénieur racontera plus tard que, après la troisième vérification, le doute n'était plus scientifique mais stratégique, signe que le basculement mental s'était produit avant même la confirmation officielle. Ce micro-case dit l'essentiel. Un détail technique peut devenir l'amorce d'une transformation institutionnelle dès lors que sa portée dépasse le laboratoire. La seconde scène se déroule loin du volcan, dans une rue animée de Ouagadougou.
Un commerçant, apprenant par la radio qu'un gisement inédit avait été détecté, décide spontanément de fermer son échoppe pour écouter l'allocution prévue dans la soirée. Il ne comprend pas encore l'ampleur du phénomène, mais il perçoit une évidence. Quelque chose vient de changer dans le rapport entre le pays et sa propre terre. Cette réaction immédiate, presque instinctive, illustre la capacité d'un choc géologique à toucher le tissu social avant même que les institutions ne formalisent leur réponse. Entre ces deux scènes, l'une technique, l'autre populaire, apparaît la figure du guide narratif. Un pays forcé d'apprendre en avançant et une population qui cherche à mesurer ce que cette découverte implique pour son avenir. Ce rôle de fil conducteur n'appartient pas à un seul personnage, mais à un paysage entier qui se réorganise autour d'une certitude naissante. La valeur d'un gisement ne se limite pas à ses chiffres, elle réside dans la manière dont il modifie la conscience collective. Et cette conscience, du terrain jusqu'aux villes, est désormais orientée vers une même question de fond, simple mais déterminante. Que faire d'un tel pouvoir minéral pour éviter qu'il ne devienne une vulnérabilité nationale ? Voici le moment où tout commence réellement, comme si le récit s'ouvrait brusquement. Tout commence le 7 septembre 2025 à 8h14, lorsqu'un signal bref, strident, coupe le bourdonnement monotone d'une prospection aurifère. Les techniciens se tournent, incrédules. Un capteur semble grésiller, puis 2, puis 3. La procédure standard impose une vérification rapide. Rien d'anormal dans l'alimentation, rien dans le champ électromagnétique immédiat. Alors l'équipe relance les instruments. Le même schéma se répète, presque identique, mais légèrement amplifié. Quelque chose sous somme Gandé perturbe les modèles. À 9h10, un premier rapport interne évoque une divergence atypique. À 10h, le message atteint la capitale. Ibrahim Traoré interrompt une réunion du Conseil de sécurité. L'information n'est pas encore confirmée, mais elle porte un parfum de point de non-retour. À cet instant, l'intensité des événements atteint son sommet, entraînant une accélération irréversible. L'État bascule en mode activation. Les hélicoptères militaires sont dépêchés avec priorité absolue. Les drones quadrillent le volcan endormi en cercle concentrique. Des capteurs thermiques et sismiques sont déployés pour cartographier l'invisible. À midi, les premières images brutes montrent l'impossible. Une structure cristalline qui s'étend sous la croûte basaltique. À 14h, une seconde série de scans confirme l'hypothèse d'un réseau de veines profondes, interconnectées, d'une densité qui dépasse les archives géologiques. La tension monte. Les radios de Ouagadougou relaient des rumeurs. Quelque chose a été trouvé, mais personne ne sait quoi. À 15h, l'armée verrouille la zone et instaure un périmètre strict. Les géologues hissent un nouveau protocole. Triple vérification, recoupement indépendant, neutralité instrumentale. À 18h, l'image tridimensionnelle apparaît enfin sur les écrans. Un système diamantifère qui échappe à toutes les catégories. Dans les chancelleries, les premières alertes circulent. À Londres, l'indice du diamant bondit de 18%. À Dubaï, les traders cherchent en urgence des signaux faibles pour comprendre ce qui vient de se passer. Dans la soirée, Africa News confirme la rumeur. Un gisement exceptionnel a été détecté. Les marchés s'emballent, les rues se remplissent de murmures. Le pays entre dans une zone de gravité particulière. Quelques jours plus tard, les répercussions commencent à se faire sentir, révélant une nouvelle phase du bouleversement. 3 jours plus tard, les premiers survols non autorisés apparaissent sur les radars. Des drones se présentant comme civils révèlent des antennes suspectes, proches de technologies duales. L'armée renforce le blocus. Les accès terrestres sont verrouillés. La communication externe est brièvement suspendue. Des notes diplomatiques circulent déjà entre capitales. Somme Gandé pourrait être l'une des structures géologiques les plus critiques du début du XXIe siècle. Cette pression extérieure s'ajoute à l'euphorie intérieure. Dans les villages, des banderoles s'élèvent « Notre terre, notre richesse ». Les étudiants évoquent une renaissance scientifique. Les commerçants parlent de fierté retrouvée. Sous cette superposition d'émotions contradictoires se cache un même noyau dur. Le pays comprend que ce qui se joue est immense mais fragile. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré prend une décision inattendue mais structurante. La création d'une cellule mixte
Science Défense, réunissant ingénieurs, officiers et géologues. Ce geste marque la fin de l'improvisation et le début d'une méthode. Le récit change alors de nature. Il ne s'agit plus d'une découverte, mais d'une bascule contrôlée, où chaque heure dessine un nouvel équilibre entre espoir national, pression géopolitique et discipline institutionnelle. La dynamique de Somme Gandé devient lisible dès qu'on observe l'écart entre le baseline technique des premières heures et la delta gigantesque, révélée par les vérifications successives, un glissement qui transforme une intuition locale en certitude mesurable. Ce changement d'échelle, du simple grésillement à 8h14 jusqu'au modèle stabilisé des semaines suivantes, fournit le socle analytique indispensable pour comprendre la portée réelle du gisement. Sans ces données, tout resterait spéculation. Avec elles, la trajectoire du Burkina Faso bascule dans une zone de calcul, de projection et de surveillance continue. Première donnée, 18 ans ça, c'était 15 gréméwas de densité diamantifère moyenne. Ce chiffre dépasse de plus de 10 fois la moyenne mondiale, un rapport qui a immédiatement surpris les équipes techniques. Pour les ingénieurs, cette valeur signifie une extraction où la perte de matière peut devenir critique si les protocoles ne sont pas ajustés. Cette mesure impose une rigueur accrue, car une teneur si élevée exige un broyage extrêmement précis pour éviter les déperditions. Deuxième donnée, 2,3 km de surface confirmée, avec un potentiel jusqu'à 15 km. Le contraste entre la zone validée et l'étendue possible crée une tension technique majeure entre certitude et spéculation. Les géologues expliquent que cette différence implique une architecture souterraine complexe, semblable à un réseau vasculaire. Cette projection oblige l'État à adopter une progression graduelle afin d'éviter les déséquilibres de pression dans les couches basaltiques. Troisième donnée, 200 milliards de dollars de valeur potentielle sur 20 ans. Cette estimation représente environ 40 fois le PIB annuel actuel du pays, une échelle qui dépasse toutes les comparaisons historiques nationales. Les économistes rappellent que ce montant dépend entièrement du contrôle local du rythme d'extraction. Cette projection sert surtout de repère stratégique, car un simple décalage de calendrier peut générer plusieurs milliards de pertes spéculatives. Ces trois mesures forment un triptyque inédit, une densité qui change les méthodes, une surface qui change l'ingénierie, une valeur qui change la diplomatie. Elles ont déclenché un mouvement transversal dans tout le pays. Dans les universités, des séminaires improvisés ont fait émerger une génération d'étudiants fascinés par la discipline géologique imposée par Somme Gandé. Dans les ministères, les équipes ont cherché à harmoniser communication, vérification et planification pour éviter toute volatilité inutile des marchés. Dans les cercles de recherche, les comparaisons avec la Namibie ou le Botswana se multipliaient, non pour copier des modèles, mais pour identifier ce que la singularité du Burkina Faso pouvait engendrer comme trajectoire propre. À l'international, ces chiffres ont agi comme des signaux magnétiques. Les analystes ont parlé d'un point de bascule structurel. Les chancelleries ont compris qu'un pays longtemps périphérique devenait soudain un pivot stratégique. Cette bascule statistique, discrète dans sa forme, décisive dans ses implications, a fait naître une certitude. La puissance de Somme Gandé n'est pas seulement dans ses diamants, mais dans la discipline qu'exige leur interprétation. Ce passage du brut au mesurable, puis du mesurable au stratégique, constitue la charnière centrale du récit. Ce que l'on peut compter détermine désormais ce que l'on peut défendre. Deux visions solides, toutes deux fondées sur des arguments cohérents, se sont rapidement imposées dans les cercles d'analyse lorsque Somme Gandé a quitté le domaine de l'intuition pour entrer dans celui de la mesure. La première, portée par des économistes africains, voit dans le gisement la possibilité d'une rupture historique. Selon eux, un pays longtemps considéré comme enclavé peut enfin établir ses propres règles, car la densité exceptionnelle de 18,6 m, la profondeur potentielle allant jusqu'à 15 km et l'estimation de 200 milliards de dollars sur 20 ans offrent un socle matériel capable de soutenir une véritable souveraineté.
Cette école défend l'idée d'un modèle discipliné, où la transparence des données, la triple vérification indépendante et la communication maîtrisée créent un contrepoint crédible au fameux paradoxe des ressources. Pour eux, la légitimité du projet repose sur sa méthode, pas sur son exubérance. La seconde vision plus prudente s'appuie sur des précédents géologiques et politiques. D'anciens diplomates et experts internationaux rappellent que plus une ressource est considérable, plus elle attire ingérence, déstabilisation et lutte d'influence. Ils évoquent le pétrole nigérian, le cobalt congolais, l'uranium nigérien. Autant d'exemples où la richesse brute a souvent accéléré les tensions plutôt que les résolutions. Selon eux, l'isolement géopolitique du pays, combiné à ses choix d'alliance, pourrait réduire sa marge d'action, surtout si les pressions extérieures s'intensifient à mesure que Somgandé se confirme comme un pivot du XXIe siècle. Mais la réponse des partisans du modèle discipliné s'appuie sur un élément que les précédents ne possédaient pas. Dès les premières heures, Somgandé a été encadré par une démarche de vérification indépendante, des audits successifs et une transparence institutionnelle visible dans les communications officielles. Ce cadre méthodique, structuré et reproductible, constitue leur argument central. Ils affirment que l'instabilité n'est pas une fatalité géologique, mais une variable politique maîtrisable si le pays maintient discipline, cohérence et formation locale. Ainsi, le débat ne se résume pas à choisir entre optimisme et scepticisme. Il invite à reconnaître que Somgandé impose une méthode, et que c'est précisément cette méthode qui pourrait déjouer les scénarios habituels. Sous la surface, autre chose apparaît. Quelques semaines après l'euphorie initiale, une détection discrète bouleverse l'équilibre du récit. Sous les couches diamantifères déjà confirmées, les géologues identifient des traces de terres rares, un signal faible mais suffisant pour réorienter entièrement la lecture stratégique du site. La nouvelle remonte immédiatement au palais présidentiel, plaçant Ibrahim Traoré devant un enjeu dépassant largement la seule gestion d'un gisement exceptionnel. Car si le diamant reconfigure un marché, les terres rares redessinent des chaînes d'approvisionnement mondiales, des équilibres énergétiques et des alliances technologiques. Dans les chancelleries, l'effet est immédiat. Washington évoque une dépendance nouvelle envers un partenaire africain jugé de plus en plus aligné sur l'Est. Pékin salue une réussite de coopération technologique. Moscou y voit la confirmation d'un rééquilibrage géopolitique en gestation. Cette diversité de réactions montre que le site n'est plus perçu comme une ressource, mais comme un nœud stratégique. Dans les villages, la nouvelle est vécue comme un autre signe de la Terre. Dans les universités, les étudiants parlent déjà d'un tournant énergétique. Ce moment médian transforme alors la souveraineté en idée centrale. Ce que le pays protège n'est plus seulement un éclat minéral, mais une clé du XXIe siècle. L'impact de Somgandé, désormais amplifié par la découverte des terres rares, se déploie en 4 directions, où se mêlent transformation silencieuse, friction émergente et réorganisation profonde. Chaque groupe, ménage, NN, entreprise, DN, institution, ND et voisinage régional, KV, absorbe le choc selon son propre rythme. Et c'est ici que la boucle de curiosité ouverte au midpoint trouve sa réponse. La véritable bascule ne réside pas dans les diamants, mais dans la manière dont cette nouvelle strate stratégique recompose le quotidien, les règles et les alliances autour du Burkina Faso et du rôle affirmé par Ibrahim Traoré. 1. NN, vie quotidienne and cohésion sociale. Dans les villages proches du volcan, l'annonce des terres rares agit comme une seconde onde. Les habitants, déjà mobilisés pour surveiller routes et accès, comprennent que la valeur du site dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Des comités communautaires se renforcent, organisant des tours de garde, non par méfiance, mais par sentiment d'appartenance collective. Les mères racontent à leurs enfants que la montagne parle encore, transformant une donnée minérale en symbole identitaire. À Ouagadougou, les discussions se multiplient sur l'avenir scientifique du pays. Ce ne sont plus seulement les diamants qui nourrissent les ambitions, mais la possibilité de devenir un acteur technologique africain. Ce lien social renouvelé agit comme un amortisseur. Il réduit les risques de fragmentation interne souvent observés dans les pays confrontés à une manne soudaine. 2. DN. Entreprise, marché
à un tissu productif. Le secteur privé ressent immédiatement l'impact du double gisement. Les petites entreprises voient apparaître un marché secondaire. Surveillance, maintenance, logistique, formation. Des startups universitaires se lancent dans la modélisation 3D et la géologie appliquée, utilisant les premières images publiques issues des partenariats sino-burkinabés. Les marchés internationaux, eux, oscillent entre enthousiasme et prudence. Après une hausse de 18% puis 22% du diamant brut, les variations se stabilisent autour d'un plateau inédit, que les analystes surnomment déjà l'effet somme Gandé. Cette dynamique permet au pays de négocier de nouveaux termes commerciaux, créant un espace où la posture souverainiste défendue par Ibrahim Traoré devient un élément de stabilité plus qu'un facteur de tension. 3. ND, gouvernance, institutions et transparence. L'État réorganise sa structure pour absorber l'onde de choc. La cellule mixte Science-Défense, créée dans les premiers jours, se renforce grâce aux données plus complexes et à la nécessité d'éviter toute captation opaque. Le comité citoyen, réunissant universitaires, représentants ruraux et forces armées, devient un outil institutionnel majeur. Chaque nouvelle information, qu'il s'agisse de densité, de profondeur ou de traces minérales, doit passer par une double vérification avant d'être communiquée. Cette discipline réduit la volatilité des marchés et crée la première brique d'un modèle de transparence que d'autres pays de la région commencent déjà à étudier. En pratique, elle ancre une logique. Ce que l'on mesure, on le maîtrise. Ce que l'on maîtrise, on peut le défendre. 4. KV, voisinage régional, géopolitique continentale. Au Mali, au Niger et au Ghana, Somme Gandé agit comme un révélateur. Les gouvernements proposent une alliance minière régionale, cherchant à mutualiser expertise, protection et diplomatie. Derrière les discours d'unité se cache une inquiétude. Comment maintenir un équilibre stratégique lorsque l'un des membres concentre une ressource capable de reconfigurer chaînes industrielles et équilibres énergétiques? Les délégations défilent à Ouagadougou pour négocier des accords d'exploration conjointe, des échanges d'ingénieurs ou des mécanismes technologiques communs. Le pays, autrefois périphérique, devient pivot et la phrase répétée par Ibrahim Traoré « Ce que nous avons trouvé est une responsabilité » devient un repère diplomatique continental. Ainsi, Somme Gandé cesse d'être un événement pour devenir une structure d'effet. Économique, humain, institutionnel et géopolitique. Chacun de ces axes révèle une même constante. La valeur du gisement n'est pas dans ce qu'il promet, mais dans ce qu'il oblige à construire. Les mois qui viennent s'annoncent décisifs, car Somme Gandé entre maintenant dans une phase où chaque choix institutionnel peut amplifier ou réduire l'équilibre précaire qui s'est installé depuis la découverte. Pour rendre lisible cette trajectoire, 3 scénarios structurent les possibilités. Un chemin de stabilité méthodique, une accélération maîtrisée et une zone de tension durable. Aucun n'est certain, chacun dépend d'une combinaison de rythme, de gouvernance et de cohérence diplomatique. Dans une première perspective, on peut imaginer une continuité méthodique où les décisions restent stables et mesurées. Dans cette trajectoire, l'État maintient un contrôle intégral sur le gisement, comme annoncé dans les premières communications. Les investissements se concentrent sur l'éducation technique, la formation des ingénieurs et la consolidation de la cellule mixte science-défense. Les données issues du terrain restent publiques et vérifiées, réduisant les fluctuations des marchés. Les universités alimentent progressivement le projet en compétences locales, ce qui stabilise la perception internationale. Le Burkina Faso apparaît comme un acteur discipliné et prévisible. Ce scénario produit une croissance mesurée, mais continue, ancrée dans la cohérence interne. Il repose toutefois sur une condition discrète. La stabilité politique doit rester intacte pendant au moins 12 mois. Dans une vision plus ouverte, un optimisme prudent laisse entrevoir une collaboration encadrée avec l'extérieur. Ici, le pays accepte des partenariats étrangers strictement conditionnés. Clauses de transparence, supervision locale obligatoire, limitation des concessions, audit indépendant. Les entreprises chinoises ou brésiliennes obtiennent des blocs d'exploitation restreints, tandis que la direction stratégique demeure nationale. Les recettes augmentent plus vite, permettant d'investir immédiatement dans les infrastructures, les laboratoires minéralogiques et les technologies d'extraction.
La région sahélienne commence à voir dans Somgandé un moteur de coopération plutôt qu'un motif de rivalité. Mais cet optimisme demande un équilibre diplomatique subtil. Trop d'ouverture fragilise la souveraineté, trop de prudence ralentit l'effet d'entraînement économique. Enfin, une hypothèse plus sombre envisage une montée des tensions et un resserrement interne. Dans ce scénario, les tensions internationales s'accumulent. Campagnes médiatiques, pressions économiques, tentatives d'encerclement diplomatique. Le pays réagit en resserrant la gouvernance, en renforçant le blocus autour du volcan et en nationalisant certains segments de l'extraction. La région se divise entre soutien et critique, ralentissant la coopération. Le marché du diamant se montre hypersensible et les investisseurs se replient. Sur le plan interne, la discipline tient, mais au prix d'un ralentissement économique et d'un isolement plus marqué. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il rappelle que la souveraineté minérale comporte toujours un coût, une recommandation de méthode. Quel que soit le chemin, une logique commune s'impose. Décomposer chaque décision en séquences courtes, mesurables et réversibles. Cette approche ne garantit pas l'absence de risque, mais elle offre une structure capable d'absorber les chocs, de corriger les trajectoires et de maintenir une cohérence stratégique dans un contexte mouvant. Somgandé n'est pas seulement un événement minéral, il est devenu un prisme à travers lequel chaque citoyen lit différemment son rapport au pays, à l'avenir et à la connaissance. Pour comprendre cette transformation, 3 groupes que l'on peut appeler A, B et C incarnent des manières distinctes d'absorber cette mutation collective. Leur regard révèle ce que les chiffres ne peuvent montrer, la façon dont une découverte modifie silencieusement les trajectoires individuelles. Le premier groupe représente les habitants vivant à proximité du volcan, directement touchés par la transformation. Dans les villages entourant le volcan, la mutation est concrète. Les habitants voient les routes surveillées, les équipes techniques circuler, les zones de sécurité se structurer. Ils ne spéculent pas sur la valeur potentielle. Ils constatent les premiers signaux d'un avenir qui se rapproche de leur foyer. Pour eux, la découverte n'est pas un symbole lointain, mais une promesse de route mieux entretenue, de postes de santé renforcés et de nouvelles opportunités pour leurs enfants. Le deuxième groupe correspond aux jeunes et aux étudiants, dont l'horizon scientifique s'élargit. Dans les universités de Ouagadougou, la carte mentale du pays change. Les filières de géologie appliquée, de modélisation 3D et d'ingénierie minière attirent une génération qui n'imaginait pas trouver chez elle un terrain scientifique d'une telle ampleur. Les enseignants parlent d'un horizon devenu accessible, car le pays dispose enfin d'un sujet capable d'ancrer durablement la recherche locale et de retenir les talents. Le troisième groupe rassemble les travailleurs et les petites entreprises, acteurs essentiels du tissu économique. Pour les artisans, les transporteurs, les techniciens indépendants, Somgandé ouvre un marché secondaire. Logistique, maintenance, cartographie, formation, fourniture d'équipements. Ce tissu productif voit dans la découverte une chance rare, celle de s'intégrer à un projet national sans être relégué au second plan. Le sentiment le plus souvent exprimé n'est pas l'euphorie, mais la possibilité nouvelle de participer directement à une trajectoire collective. Ainsi, chaque groupe perçoit Somgandé comme une transition intime autant que nationale. Et cette diversité d'appropriation constitue le socle invisible d'une stabilité capable de durer. La consolidation de Somgand exige une méthode qui tienne dans le temps, indépendante des fluctuations politiques ou des pressions extérieures. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un cadre en 5 axes a été structuré pour transformer une richesse brute en stabilité durable. Chaque axe définit qui agit, quand et comment mesurer son efficacité. Le premier axe met en avant la nécessité de former une capacité nationale solide, essentielle à toute souveraineté durable. L'objectif est simple, sans expertise locale, la souveraineté reste théorique. La formation devient ainsi le premier garde-fou et le meilleur levier pour réduire la dépendance technologique. Le deuxième axe insiste sur la publication régulière des données techniques pour préserver la transparence. Les drones de forage et la cartographie 3D doivent alimenter un registre public. Ce mécanisme limite les opacités, stabilise les marchés et neutralise les tentatives d'ingérence. Le troisième axe rappelle l'importance d'un encadrement environnemental rigoureux avant chaque étape. Réforestation, régulation de l'eau,
contrôle des zones sensibles. Chaque décision technique s'accompagne d'un seuil écologique vérifiable. Le quatrième axe met en place une transparence institutionnelle reposant sur des audits croisés. Ce comité réunit universitaires, forces locales et représentants ruraux pour contrôler l'avancement. Il garantit que l'autorité ne se concentre pas uniquement dans les mains de l'exécutif. Le cinquième axe propose un renforcement de la souveraineté régionale par des alliances coordonnées.